enchaîne avec la deuxième demi-finale de cette journée. Grosse journée pour la fédération. Avec un sujet, on passe des institutions aux militaires. Ce gouvernement interdirait les armes autonomes. Et pour ce sujet, nous avons un gouvernement qui, je n'en doute pas, a préparé un arsenal complet d'arguments. Applaudissements pour l'IESEG. Et à l'opposition, nous avons des stratèges, des tacticiens, des espions. Il me fallait une rime. HEC. Et donc, pour la deuxième fois de la journée, je procède avec joie et bonheur au rappel des règles. Vos discours vont durer entre 4 minutes 45 et 5 minutes 15, sous peine d'être dans le temps éliminatoire. Pour vous aider à vous repérer, au bout d'une minute de discours, Valentine tapera sur la table, ce qui vous indique l'ouverture des questions. À partir de ce moment, l'équipe adverse à l'orateur qui est à la tribune peut se lever pour lui poser une question. Il la prend quand il la désire, dans la limite de 4 minutes, car à 4 minutes, Valentine tapera à nouveau sur la table, ce qui indique la fermeture des questions. Vous êtes dans l'obligation de prendre au moins une question par orateur, ce qui implique que l'équipe adverse vous pose au moins une question, et vous avez le droit, si vous le désirez, pourquoi pas, de prendre plus d'une question. Toutefois, attention, les temps de réponse aux questions font partie intégrale de votre discours, donc à vous de choisir. Et en revanche, le temps de pause de la question, lui, n'en fait pas partie, je mets pause sur mon petit chronomètre. À 4 minutes 45, Valentine dira « Veuillez conclure », ce qui vous indique que vous venez de rentrer dans le temps réglementaire. À partir de là, si vous arrêtez de parler, c'est bon, tout va bien. Vous avez 30 secondes pour que tout aille bien, car à 5 minutes 15, Valentine dira « Veuillez vous rasseoir ». Et quand elle dit « veuillez vous rasseoir », ça veut vraiment dire « veuillez vous rasseoir ». Si jamais vous êtes encore en train de parler, alors que Valentine a fini de dire « veuillez vous rasseoir », hors temps, par dépassement, si vous vous arrêtez de parler avant que Valentine finisse de dire « veuillez vous rasseoir », tout va bien, le match continue. Et comme je le dis maintenant habituellement, s'il y a doute, il y a hors temps, ne jouez donc pas avec cette limite. On est en demi-finale, vous n'avez plus le droit d'avoir de chronomètre au pupitre, seulement vos notes, voire pas de notes si on a ce que vous désire. Pas d'objets électroniques sur les bancs, et surtout pas d'armes autonomes en l'occurrence. Donc vous pouvez ranger tout ce qui est téléphone, etc. Y a-t-il des questions sur le déroulé du match, du côté des orateurs, du public ? Très clair, incroyable. Et bien dans ce cas, alors oui, pour vous juger, donc il y a Valentine et moi qui sommes en présentiel, et Émilie qui est en distanciel, donc vous pouvez sourire à la caméra si vous en sentez l'envie. Si tout est clair, je laisse Valentine appeler le Premier ministre de ce débat. Bon match. Eh bien, pour ce débat, nous allons commencer avec le Premier ministre, Monsieur Arthur Couillot. La souveraineté est une affaire d'autonomie, non pas d'autonomie technologique, mais d'autonomie des hommes. Hommes, seuls acteurs souverains, maîtres de leur destin et garants du principe de précaution. Hommes, acteurs moraux et responsables qui portent en eux les conséquences d'un acte et qui respectent le droit de la guerre. Hommes qui se battent pour un drapeau, pour faire vivre l'héritage français. Alors qu'émergent des technologies capables de faire la guerre sans la moindre assistance ni supervision humaine, ce gouvernement propose ce soir des réponses claires et un cap pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Parce que notre pays a ce devoir d'éclaireur, il est donc légalement, moralement, souverainement inacceptable de laisser notre destin et notre engagement pour le drapeau à la seule technologie. Où est l'homme ? Qui est le responsable ? Voilà la question. Ce soir, ce gouvernement fait un choix fort, celui d'interdire la fabrication, l'utilisation et la vente de systèmes d'armes autonomes, d'un système complet ou d'un composant de ce système. Cette mesure s'appliquera de manière doublement progressive. Au niveau français, à partir du 1er janvier 2027, pour l'armée française et pour nos industriels français. La DGA aura la responsabilité du contrôle, DGA, Direction Générale de l'Armement,
d'ici au 1er janvier 2028, ce gouvernement portera un traité au niveau de l'Union européenne dans les mêmes termes. Les non-signataires ne bénéficieront plus du parapluie nucléaire français. D'ici au 1er janvier 2029, la France, appuyée par ses partenaires européens, iront devant la tribune de l'ONU pour porter une motion. Pas de signature et plus d'alliance bilatérale. Je vais prendre votre question. En vous opposant aux armes autonomes, en vous opposant aux armes autonomes, assumez-vous donc être contre des guerres moins sanglantes? Monsieur, la guerre parfois est sanglante. Et nous ferons avec notre temps. Nous utiliserons la technologie, mais avec une responsabilité humaine seule qui compte. Nous nous appuierons, pour ce faire, sur un principe militaire simple et partagé par la communauté internationale, le processus décisionnel OODA, qui permet d'analyser rapidement une situation, de prendre des décisions éclairées et d'agir efficacement. OODA, 4 verbes: observer, orienter, décider et agir. Par système d'armes autonomes, S2A, ce gouvernement reconnaît tout système d'armes, létal ou non létal, effectuant les 4 étapes OODA, sans possibilité de contrôle ni supervision humaine. La responsabilité de l'homme, donc le niveau d'acceptabilité toléré par ce gouvernement ce soir, c'est dès que l'homme intervient ou peut intervenir aux 4 étapes OODA. Ce gouvernement responsable et précautionneux n'a pas le film Terminator pour inspiration. Non, notre seule inspiration, un état de fait qui ne fait que commencer, des IA toujours plus puissantes qui échappent progressivement à la main de leur créateur. Au même titre que la France refuse de se soumettre à des puissances étrangères, la France refuse de laisser la décision du tir final, même légitime, à des algorithmes dont on ne connaît ni les réflexions, ni les critères de décision. Avec ce projet, qui ne laisse pas libre champ à la technologie, ce gouvernement conserve sa capacité d'engagement, sa souveraineté et sa responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères vous démontrera qu'il est souverainement impossible de déléguer la violence légitime d'un État. Le ministre des Armées vous démontrera quant à lui que les principes de responsabilité et de souveraineté ne sont pas un décorum, mais une exigence du droit de la guerre qui ne remet pas en cause notre capacité à nous défendre efficacement. Et c'est précisément parce que ce gouvernement souhaite pleinement faire de la France une puissance moderne, intégrée dans son futur, et une France technologique capable de se défendre, qu'elle fait ce soir le choix d'interdire les armes, les systèmes d'armes autonomes. Bien sûr, cela a un prix, celui du courage de dire que demain ne passera pas par une délégation totale de souveraineté et des responsabilités à la machine, mais par une collaboration réelle entre la machine et l'homme. La France ne choisit pas contre la technologie, elle choisit la technologie pour l'aider avec une collaboration stricte homme-machine. Merci beaucoup. J'appelle donc pour lui répondre Monsieur le chef de l'opposition, Arthur Darny. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une gravité particulière que je me tiens à cette tribune. Il y a des débats que l'on mène pour l'histoire. Celui-ci, nous le menons pour les vivants. Pour le soldat qui rentre ou ne rentrera pas. Pour le civil que l'on saura distinguer ou que l'on confondra. Pour le pays qui restera souverain ou qui découvrira trop tard qu'il ne l'est plus. Le gouvernement a posé une question morale. Nous y répondrons moralement. Mais la morale, monsieur le Premier ministre, ne se mesure pas à la pureté des intentions. Elle se mesure aux conséquences réelles, sur des êtres réels, dans un monde réel. Ce débat, mesdames et messieurs les députés, a été présenté comme un débat sur la technologie. Il ne l'est pas.
Il est une question sur nous, sur ce que nous choisissons d'être, sur ce que nous décidons de faire ou de ne pas faire pour protéger ceux qui nous font confiance. La question est simple. Dans une décision d'engagement létal, qui décide en dernier ? Un humain ou une machine ? Le gouvernement a répondu « toujours l'humain, toujours sans exception, quelles qu'en soient les conséquences ». Nous répondons différemment, non par indifférence à la vie humaine, mais par respect pour elle. Pensez à cet homme, pas une statistique, pas une doctrine, un homme. 23 ans, 3 jours sans sommeil, le bruit, la peur, la fumée. Une silhouette au loin devant lui, et dans cette fraction de seconde, il doit décider, combattant ou civil, menace ou innocent. Cet homme, nous lui devons tout. C'est précisément pour lui, pour la justesse de sa mission, pour la protection des civils qu'il est censé épargner, que nous posons cette question. Je vais prendre cette question. Vous parlez de réel, de guerre sanglante. Que se passe-t-il si une arme autonome tue des soldats français ? Nous allons faire en sorte que ce ne soit pas le cas, puisqu'un comité d'éthique du ministère des Armées sera en charge de faire en sorte que l'arme soit sûre pour nos troupes. Le Premier ministre vous a présenté un débat entre l'humain et la machine. Faux débat. C'est le commandement militaire qui décide de tous les ordres de mission. L'heure, la zone, l'arme utilisée, tout ceci est humain. La seule question qui nous occupe, c'est de savoir qui appuie sur le bouton dans la dernière seconde. Notre soldat épuisé ou la machine elle-même. Car une machine correctement programmée ne se venge pas, elle ne panique pas, elle n'est pas épuisée. Elle applique, avec une constance que nul homme sous le feu ne peut garantir, les règles que nous lui avons données. Et c'est là l'essentiel, ce que le gouvernement n'a pas voulu entendre. Nous ne supprimons pas la décision humaine, nous la déplaçons, nous la rendons plus solennelle, plus réfléchie et plus souveraine. Elle intervient en amont, dans la programmation des règles d'engagement, dans la définition de ce qui peut être ciblé, dans la certification éthique du système. C'est un acte humain, plus humain en vérité, que la décision arrachée en une seconde sous les balles. Mon collègue de la Commission de la Défense nationale, M. Souine-Monnier, développera ce volet. Mais il y a une seconde réalité. Une réalité que l'on peut refuser de voir, mais que l'on ne peut refuser de subir. La Chine avance, la Russie déploie, des puissances qui n'ont signé aucun de vos traités, qui ne siègent pas à Genève en novembre, qui ne liront pas votre loi, avancent, vite, massivement. Dans ce monde-là, une interdiction unilatérale ne protège personne. Elle ne réduit pas le danger, elle le déplace sur nos soldats, sur nos frontières, sur notre capacité à défendre ce que nous aimons. Ce n'est plus un choix technologique. C'est une question de souveraineté. Un pays qui renonce seul, pendant que ses adversaires plus puissants avancent ensemble, n'est plus tout à fait libre de sa propre défense. Et un pays qui n'est plus libre de sa défense n'est plus tout à fait libre. Mon collègue de la Commission des Affaires étrangères, M. Caracio-Beuzet, développera ce second volet. Notre secrétaire général, M. Massicard, conclura ce débat. Monsieur le Premier ministre, prohiber est simple, gouverner est difficile. Vous avez choisi la clarté du refus. Nous prenons l'exigence de la responsabilité. Parce que protéger nos soldats, ce ne sont pas des compromissions éthiques, ce sont précisément des exigences morales. À vous, mesdames et messieurs les députés, je dirais simplement ceci. À la veille de la guerre, Veuillez conclure. Churchill apostropha un jour son gouvernement avec ces mots. L'histoire dira que vous avez eu tort, et si j'en suis certain, c'est parce que c'est moi qui l'écrirai. Je me permets de le reprendre pour vous adresser cet avertissement. Si vous votez cette loi, l'histoire dira que vous avez eu tort. Et si j'en suis certain, c'est parce que ce n'est plus nous qui l'écrirons. Alors, au tour du gouvernement, j'appelle donc le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Robin Rivière. Il n'y a qu'un moment
qu'un seul entre la décision et la mort. Il n'y a qu'un moment où un humain peut encore dire non. Un soldat lève son arme, il voit, il pense, il hésite. Et voyez-vous, cette hésitation, cette fraction de seconde où la conscience se débat avec l'irréversible, c'est elle qui sépare la guerre du massacre. C'est elle qui sépare l'état de droit de la barbarie. La machine n'hésite jamais. L'opposition vous a parlé de l'importance des vivants. Mais comment considérer l'importance des vivants quand vous n'avez aucune considération pour l'acte de tuer et d'enlever la vie? Ensuite, cette opposition vous a présenté des armes incluant un contrôle humain. Mais messieurs, une arme incluant un contrôle humain n'est pas une arme autonome. Décision clarifiée. Je vais maintenant vous parler du prix d'une vie et de qui doit la payer. On ne débug pas un mort, on ne fait pas appel sur une vie. Non, quand le système frappe, il n'y a personne au bout de la chaîne dans une arme autonome. Je prends à votre question. Vous nous parlez Dans le micro. Il la prendra dans le micro. Vous nous Parler de prendre une décision en une fraction de seconde, allez-vous nous faire croire qu'un soldat exténué, sous l'emprise de la peur, du chaos, distingue un soldat d'un civil dans la nuit mieux qu'un algorithme sur mesure? Monsieur, vous n'avez si peu foi en la grande armée qu'est l'armée française, je trouve ça attristant. Sincèrement, vous n'avez pas foi en un soldat qui est formé pour intercepter, pour agir sur des terrains complexes. Il a la formation pour. C'est son métier, c'est son devoir. A l'inverse, Hannah Arendt appelait la banalité du mal le moment où la violence devient administrative, désincarnée, où tout le monde peut dire « ce n'était pas moi ». Les armes autonomes sont la banalité du mal élevée au rang de doctrine militaire. Cet argument devrait être suffisant, mais nous savons que l'intérêt supérieur de la nation exige, dans certains cas extrêmes, des mesures légitimes mais immorales. Alors, parlons de souveraineté. Laisseriez-vous un système autonome vous diagnostiquer seul, choisir votre opération seul et tenir le scalpel seul, sans qu'aucun médecin n'ait dit oui? La réponse est non. Instinctivement, viscéralement, non. Un État, c'est pareil. Déléguer le monopole de la violence légitime à une machine dont nous sommes incapables, et je répète, incapables de comprendre les raisonnements, incapables de prédire de manière viable les solutions et les décisions. Non, ce n'est ni moral, ni légal, ni souverain. Un chirurgien qui ne décide plus de son diagnostic n'est plus souverain de son opération. Tout comme un État qui ne décide plus de ses frappes n'est plus souverain de sa guerre. Comme l'a détaillé le Premier ministre, la France interdit au 1er janvier 2027 tout système capable d'accomplir seul les 4 étapes du cycle OODA. Observer, orienter, décider, agir sans l'intervention humaine. 2028, la France généralise. Résolution contraignante au Parlement européen. Chaque État membre choisit, adopte ou assume. Notre dissuasion nucléaire française est en jeu. Elle protège les États qui partagent nos engagements. Elle ne peut pas protéger des États qui fabriquent sur leur sol des armes que nous interdisons sur le nôtre. Ce n'est pas du chantage, c'est de la cohérence. Enfin, en 2029, la France internationalise et négocie une convention à l'ONU. Chaque État adopte ou assume. La France, deuxième exportateur mondial d'armes. L'Europe, productrice unique des machines lithographiques nécessaires à toute puce de guidage dans un missile. Et la liste est longue. Signez ou construisez seul et perdez 15 ans pendant que le monde avance sans vous. Parce que c'est ça, la France. 1789, elle écrit les droits de l'homme.
Et le monde a suivi. 1997, elle signe en premier l'interdiction des mines antipersonnelles. Et le monde a suivi. Alors, revenons à ce soldat qui lève son arme, qui voit, qui pense, qui hésite. Cette hésitation, nous l'avons mise dans une loi en 2027, dans une résolution en 2028 et dans une convention en 2029. Parce que la France ne choisit pas entre la force et la morale. Elle prouve, depuis toujours, que la morale est la force. Pour lui répondre du côté de l'opposition, j'appelle monsieur le député de la Commission de la Défense nationale, Med Swid-Monnier. Dans 2 semaines se tient le Festival de Cannes et le scénario irréaliste de votre gouvernement mériterait une mention spéciale pour votre incapacité à vous figurer l'avenir de la France dans un monde de l'hyperguerre. Vous savez, ce monde de l'hyperguerre où vous nous parliez de scalpel, c'est aussi ce monde où l'an dernier a eu lieu effectivement la première opération 100% réalisée par un robot. Oui, ça existe. En chantre de l'éthique, vous en avez invoqué les principes. Et à raison, car c'est bien de cela dont il s'agit. Mais l'éthique, messieurs les ministres, n'est pas un trou dans lequel on s'enterre pour ne pas avoir à décider et à trancher. Elle est une exigence qui oblige, et qui oblige l'armée française aussi. Et notre foi en l'armée française est là. La France connaît cette exigence. Elle l'a forgée siècle après siècle, dans ses victoires comme dans ses défaites, dans la boue des tranchées et dans l'honneur de la libération. Si elle a bâti une doctrine militaire qui fait aujourd'hui notre fierté et notre réputation, c'est précisément parce qu'elle a compris que la force ne vaut que si elle est maîtrisée. Elle ne vaut pas quand un soldat éreinté se dit « on tire d'abord, on vérifie ensuite ». Et ça, messieurs, c'est une question d'être homme, pas une question de foi en nos soldats. Rappelez-vous, 1968, My Lai, 500 civils massacrés, en un jour, un des plus grands massacres de la guerre du Vietnam. L'historien Harari nous en fait une analyse. Des soldats américains, après des semaines sans sommeil, usés par des mois de guérilla, des hommes à bout, qui ont perdu tout discernement, et cela a résulté en des civils massacrés non pas par des machines, mais par des hommes. Civils que les armes autonomes sont capables de distinguer, afin de ne pas les éliminer. Et je prendrai votre question. Comment pensez-vous qu'il est possible de contrôler des IA quand aujourd'hui elles sont déjà incontrôlables dans des vases clos dans des laboratoires aux États-Unis? Monsieur, tout est une question de programmation. L'IA se contrôle au moment où la machine est programmée, c'est-à-dire en amont. Et j'aurai l'occasion de vous y répondre tout à l'heure. Parce que votre gouvernement, ce qu'il ne veut pas voir, c'est que la faillite éthique de la guerre moderne n'est pas venue des machines. Elle est venue des hommes, brisés par la guerre elle-même. Nous n'abandonnerons jamais, messieurs du gouvernement, ce qui fait l'identité de notre armée et de notre pays. Nous en sommes convaincus. La guerre ne doit jamais se défaire des 2 principes humanitaires fondamentaux définis par la Convention de Genève. La discrimination entre civils et militaires et la proportionnalité des moyens engagés. Et les armes autonomes sont les plus aptes à satisfaire ces exigences. Frapper juste, frapper proportionné, ne jamais confondre la victoire et la barbarie, voici des grands principes gravés dans le marbre et que nous ne devons jamais oublier. Et je ne prendrai pas votre question. Ce ne sont pas des abstractions juridiques, ce sont des valeurs françaises. Elles ont un nom, une histoire, des visages, ceux de nos officiers, de nos sous-officiers, de nos hommes de troupes, qui savent depuis Vauban jusqu'aux opérations Serval et Barkhane que la supériorité militaire de la France n'a jamais été séparable de sa supériorité morale. Or voici la question que votre gouvernement esquive. Si une arme autonome peut distinguer, avec plus de fiabilité qu'un soldat qui a passé 72 heures sans dormir, un enfant d'un combattant armé dans l'obscurité, alors l'interdire au nom de nos valeurs, c'est trahir ces valeurs elles-mêmes. C'est condamner davantage d'innocents au nom de leur protection. C'est se résoudre à un paradoxe inextricable. Et je suis désolé de vous l'apprendre, mais une arme autonome ne se fabrique pas toute seule. Il faut un homme derrière qui la programme. Effectivement, il y a une boucle de décision,
mais au départ, l'arme est fabriquée par un homme. Nous sommes capables de programmer ces armes et nous pouvons en garantir la conformité éthique en leur interdisant, par exemple, de cibler des enfants. Le phase d'exécution des armes autonomes n'est rien d'autre que le prolongement de la phase réfléchie de l'homme qui a programmé cette arme avec précision. Et un robot programmé méthodiquement sur le plan tactique fera toujours moins d'erreurs qu'un soldat éreinté dont l'esprit critique est contaminé par l'instinct de survie et qui préférera la réaction non éclairée à la raison. Ces armes ne remplaceront pas nos armées mais seront sélectionnées précisément par les militaires afin d'exercer certaines missions. Et si l'une de ces armes venait à faillir dans un combat, il conviendrait d'appliquer les règles de la responsabilité des militaires. Responsabilité de commandement lorsque les militaires ont commis une faute en mettant en place à tort des armes autonomes. Responsabilité personnelle du militaire lorsque ce dernier a souhaité une utilisation de la machine pour des fins autres que celles du combat. Et pour servir des objectifs personnels. Alors face à ces déclarations de principe, messieurs, voyez-vous, notre vision de l'éthique, ce n'est pas un ornement rhétorique. Protéger nos soldats, discriminer nos cibles, proportionner nos frappes. Soyons responsables, ne nous abandonnons pas au confort de l'indignation morale, au détriment de la rigueur éthique. Merci beaucoup. Pour lui répondre du côté du gouvernement, j'appelle Monsieur le ministre des Armées, Maxence Carrette. Le président de la République est le chef des armées. Le chef d'état-major des armées est garant de la cohérence opérationnelle de nos forces. Les généraux commandent, les officiers transmettent, les sous-officiers encadrent, les soldats exécutent. À chaque échelon de cette chaîne, de l'Élysée jusqu'au terrain, un homme, un nom, une signature, une responsabilité. C'est cette chaîne de responsabilité humaine qui garantit que la France conserve le monopole légitime de la violence. Car, dans un état de droit comme la France, la violence légitime, elle ne peut s'appliquer que si on suit des règles. Dans nos armées, de l'état-major jusqu'aux soldats, tous ont des obligations. Quand un soldat réalise une action, quand un officier donne un ordre, quand une hiérarchie présente une directive, l'organisation a les moyens de retrouver les auteurs. Et s'il y a des fautes, les coupables sont traduits devant les tribunaux. Mais alors, sans l'interdiction des armes autonomes, suivant le processus décisionnel OODA, demain, quand des robots, des drones, des tourelles seront déployés sans aucune supervision humaine, car c'est bien de cela que nous parlons avec les armes autonomes, alors l'impensable arrivera. Quand un algorithme autonome aura abattu un innocent de 3 balles dans le torse avec une froideur mécanique déconcertante, alors la France sera détentrice d'une violence illégitime. Dans cette possibilité que nous refusons, où notre chaîne de commandement se fera mettre de côté, il n'y aura plus de responsable. Il n'y aura qu'un État qui, dans la honte, aura perdu sa souveraineté. Je vais prendre votre question. Monsieur le ministre, une mort importe-t-elle donc moins quand c'est un humain qui appuie sur la gâchette que quand c'est une machine ? Écoutez, il y a un point fondamental que vous avez omis depuis le début. Vous considérez que notre gouvernement veut envoyer des masses de soldats sur le champ de bataille et que nous devrions mettre des machines. Or, ce dont nous parlons ici, les armes autonomes, ce sont bien des armes qui n'ont aucune responsabilité légale. Ce sont des armes qui ne répondront de rien à personne sans aucune supervision humaine. Et d'ailleurs, c'est aussi une obligation internationale. Vous pouvez vous rasseoir. C'est aussi une obligation internationale. Vous avez parlé des conventions de Genève et les protocoles additionnels. Le statut de Rome, tous reposent sur un principe fondateur, c'est le devoir de distinction, le devoir de nommer les responsables légitimes de chaque action. Mais ce devoir ne peut avoir de sens que s'il existe quelqu'un pour y répondre. Pas un algorithme, pas une boîte noire, pas une arme autonome, c'est un homme. Parce que les armes autonomes, comme je vous l'ai dit, n'ont pas d'entité physique ni d'entité morale. Elles n'ont aucune responsabilité. Je continue maintenant sur votre lubie de croire que l'IA et l'ensemble de ces nouveaux projets sont sans faille et sont plus fiables. Mais ce que nous observons actuellement en laboratoire, c'est tout l'inverse.
Les chatbots se contredisent dans leur mission, les IA mentent à leurs concepteurs durant les phases de test et dissimulent leurs intentions, et les chercheurs du Big Data sont incapables de vous expliquer comment fonctionnent ces modèles. Les boîtes noires sont impénétrables et se complexifient. Et je le dis sans détour, mon gouvernement l'affirme, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Gouverner, c'est prévoir, et face aux enjeux de demain, l'erreur n'est pas tolérable. J'attire à présent votre attention sur l'efficacité des armées françaises, que l'on pourrait penser limitée. Tout au long de l'histoire, les avancées scientifiques nous ont accompagnés sur le chemin de la guerre. Le fer, la poudre à canon, les obus, la motorisation, l'électronisation. Le schéma est le même, nous décuplons nos capacités, la taille, la vitesse, la force de frappe. Mais les armes autonomes, capables de réaliser des processus décisionnels au ODA, c'est différent. Ces avancées scientifiques et cette régression morale fait stagner la puissance de nos armées. Un missile reste un missile, une balle reste une balle. Une arme autonome face à nos armées actuelles, ce n'est pas une meilleure puissance. Ce n'est pas une meilleure capacité, c'est la perte de souveraineté. Les armes autonomes, et c'est la seule chose qui les distingue, c'est qu'elles prennent elles-mêmes leurs décisions. Elles suivent leur propre logique. Le même travail accompli, mais c'est un robot qui décide, seul, dans sa boîte noire, de faire feu. Une armée équipée d'armes autonomes ne sera donc jamais meilleure que l'armée française, parce que tout ce qui doit compter, c'est l'augmentation technique de notre matériel. Plus vite, plus fort, plus précis. Refusons ce faux dilemme, celui d'une course au progrès, qui exigerait de sacrifier toutes nos valeurs. Pour autonomiser nos armes, disons non d'une seule voix face à cette menace civilisationnelle d'un ordre nouveau. Engageons-nous pleinement à l'échelle nationale, européenne et internationale pour notre bien commun et celui des générations futures. Merci beaucoup. J'appelle donc du côté de l'opposition pour lui répondre monsieur le député de la Commission des Affaires étrangères, Simon Carraccio-Bezet. Votre projet, c'est comme un nourrisson. Non seulement il ne marche pas, mais en plus, il ne tient pas debout. Vous croyez obéir à un devoir moral, mais en réalité, vous êtes gouverné par les bons sentiments. Mais peut-être plus grave encore, votre projet de loi, loin d'élever la nation, représente une véritable déchéance de rationalité, tant il est contraire aux intérêts stratégiques de la France. Je l'affirme avec force, votre projet va mener la France dans le mur. En effet, nous désirons garder notre autonomie. Mais imposer une telle législation, comme ce que vous proposez, à l'échelle internationale, à l'échelle de 2029, est en réalité impossible. Et les pays autres que la France ne vont pas se faire prier pour développer de leur côté des armes autonomes qui vont, à leur tour, s'imposer sur le champ de bataille. Par conséquent, elles vont devenir omniprésentes et nous ne serons pas en mesure de contrer ces systèmes si la validation humaine est nécessaire pour la décision finale. C'est donc pour cela qu'il est indispensable de nous engager dans la voie du développement des armes autonomes pour notre nation. Je vous écoute. Savez-vous de quoi vous parlez? Pouvez-vous nous donner enfin une définition des armes autonomes? Écoutez, une arme autonome, on peut reprendre les 4 critères que vous avez donnés, OODE. Cela fonctionne très bien dans votre définition, mais cela ne fonctionne pas dans votre projet, dans l'architecture que vous proposez. Car malgré tous vos efforts acharnés, votre projet de loi se heurtera à l'impossibilité de se généraliser à l'échelle internationale. Vous nous parlez de l'échelon 2029 de l'ONU, mais notre ligne est claire, regardez. Les faits nous prouvent que les pays du monde ne peuvent pas s'accorder sur l'interdiction. Et donc nous prenons une décision assumée pour notre pays, celui d'autoriser ces armes. Mais voyez plutôt, depuis 2014, le principal forum multilatéral traitant des armes autonomes, c'est le groupe d'experts gouvernementaux qui se réunit à Genève. Et la situation au sein de ce groupe illustre de manière paradigmatique que toute velléité d'interdire ces armes est vouée à l'échec. Voyez-vous, le mandat du groupe repose sur la recherche du consensus, c'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité,
et des pays comme les États-Unis ou la Russie ne se privent pas de faire usage de leur droit de veto quand on tente toute évolution vers un instrument juridiquement contraignant. Votre projet est voué à l'échec. Et même dans l'hypothèse, irréaliste il est vrai, où un traité d'interdiction des armes tel que vous le proposez venait à être signé, vous pouvez vous rasseoir. Comment détecter les pays en possession de telles armes? Car ici, on n'est plus comme à l'époque atomique, la tâche ne se réduit plus à repérer une usine d'enrichissement de l'uranium sur des images satellites par exemple. Il faut détecter une modification de programmation dans un outil qui est lui-même déjà partiellement informatisé pour le rendre totalement autonome, et ça c'est totalement impossible. Et c'est précisément parce que l'interdiction totale des armes autonomes ne peut pas être imposée à l'échelle mondiale qu'elle est contraire aux intérêts stratégiques de la France. La protection de nos civils passe par le fait de gagner des guerres sur le terrain. La protection de nos civils passe par le fait de défendre nos citoyens, notre territoire, nos intérêts. Et comment comptez-vous faire face à des États rapaces et criminels, comme la Russie, qui développe des armes autonomes et les utilise sur le terrain, comme en Ukraine? Engageons-nous plutôt dans une voie semblable aux États-Unis, qui prônent, eux, un développement massif de ces armes. L'idée selon laquelle les pays occidentaux n'ont plus à défendre leur territoire dans une grande guerre est révolue. Voyez-vous, le conflit en Ukraine nous apprend une chose fondamentale. Lorsque deux pays développés s'affrontent, il est impossible de maintenir la supériorité aérienne et la chaîne de commandement, notamment électronique, en raison d'un élément fondamental, le brouillage tout simplement des transmissions. Et pour qu'un ordre de frappe soit exécuté, il faut impérativement qu'il soit exécuté par une machine qui est, elle, capable de comprendre l'ordre et de l'accomplir au-delà du commandement direct, c'est-à-dire une arme qui serait autonome. Les armes autonomes sont nécessaires pour protéger nos soldats. Aujourd'hui, je l'affirme haut et fort, dans une guerre où des armes conventionnelles s'opposent à des salas, ce sont les salas, c'est-à-dire les armes autonomes. Dans une guerre où des armes conventionnelles s'opposent à des armes autonomes, ce seraient les armes autonomes qui gagneront. À une époque où les investissements dans le domaine militaire sont voués à représenter une part de plus en plus colossale de notre budget, nous refusons que notre arsenal ne soit qu'un colosse aux pieds d'argile parce qu'on aura refusé d'investir dans les armes autonomes. Notre système serait donc miné par un refus qui n'aurait absolument pas lieu d'être, celui de prendre en compte les progrès technologiques. Soyons réalistes. Les plus grandes puissances investissent dans le développement de telles armes. Et vous vous y refusez. Combattre des monstres en prenant garde à ne pas devenir des monstres nous-mêmes, cela nous l'acceptons naturellement, mais combattre des monstres en nous soumettant candidement à l'arsenal de l'ennemi, cela nous nous y refusons catégoriquement. Merci beaucoup. Et donc pour conclure ce débat du côté du gouvernement, j'appelle monsieur le rapporteur général Antoine Valentin. Nous sommes début mai 1915, quelque part dans la campagne belge, pas très loin de la ville d'Ypres. Soudain, une odeur rance vous prend à la gorge, comme de l'eau de Javel. Vous jetez un œil par-dessus la tranchée, vous voyez un nuage vert qui avance lentement, inexorablement vers vous. Soudainement, chaque goutte de sang sur votre peau, chaque goutte de sueur, toutes vos muqueuses se transforment en acide et vous rongent et vous brûlent. Ces brûlures sont jusqu'à l'intérieur de vos poumons. Vos camarades tombent. Mais vous, miraculeusement peut-être, vous restez debout. À demi-mort, vous levez votre fusil et vous commencez à tirer sur l'ennemi. Au bout d'un moment, 1 heure ou 1 minute, vous ne savez pas, l'ennemi bat en retraite, paniqué. Mais ce n'est pas votre héroïsme qui lui a fait peur. C'est le nuage vert, incontrôlable. Le vent a tourné, et cette arme, désormais, sans maître et sans ordre, tue ses propres soldats. Pour la première fois de l'histoire, une arme a échappé au contrôle de son créateur. Ne vous y trompez pas. Les enjeux de ce soir sont les mêmes. Un État, sans faire exprès,
à tuer ses enfants. Je vais prendre votre question. Si nous interdisons les armes autonomes et que la Chine, la Russie ou autres continuent de les employer, comment exactement comptez-vous protéger nos soldats ? Si nous n'avions pas interdit les gaz moutardes ni le sarin, mais que la Chine, l'Iran avaient continué à les utiliser, comment aurions-nous protégé nos soldats ? Le sujet est le même. Parce que des gouvernements ont eu le courage d'interdire ce gaz, nos soldats ont été protégés. Et certains pays ont continué à les utiliser, et grâce à cette interdiction, il y a désormais le terrain possible pour donner des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'intervention militaire. C'est pour cela qu'il faut un cadre. Depuis tout à l'heure, vous faites comme si nous ne parlions que d'une loi nationale. Vous oubliez parfaitement que nous parlons d'un projet multilatéral qui a pour ambition en 2029 de faire une proposition de traité à l'ONU. Les armes autonomes, nous l'avons dit, ne sont pas acceptables. Parce qu'il est impossible de déléguer le monopole de la violence légitime de l'État à une machine incontrôlable. Impossible, moralement, souverainement, monsieur le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit, et légalement, monsieur le ministre des Armées vous l'a expliqué. Le vrai fond du problème de ce débat, c'est que cette opposition ne sait pas de quoi elle parle. Nous l'avons su, OODE. Observer, orienter, décider, le E c'est quoi ? Esquiver le sujet ? Vous ne savez pas de quoi vous parlez, ce qui vous permet de prendre tous les grands thèmes que vous voulez, de les rentrer au chausse-pied dans un sujet comme ça, de faire pleurer en sortant les violons. Vous voulez défendre le soldat, mais vous avez oublié de quoi on parle. Nous n'interdisons pas les drones téléguidés. Nous n'interdisons pas les tourelles automatiques. Nous n'interdisons pas les systèmes de défense antiaérien. Nous interdisons ces choses exclusivement si elles peuvent décider d'où elles agissent, de comment elles agissent et de qui elles tuent. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure. Un gouvernement qui n'est pas souverain de ses frappes n'est pas souverain du tout. Imaginez une frappe commise au nom de la France dont personne n'a décidé. Vous nous avez sorti un comité d'éthique du chapeau dont vous ne nous avez d'ailleurs pas reparlé, à croire que c'était une invention pour répondre à une question. Vous pensez sérieusement qu'un comité d'éthique, dont nous ignorons tout de la composition, serait capable de bloquer une intelligence artificielle là où les plus grands experts du sujet, OpenAI et Anthropic en tête, ne savent pas comment les contrôler? Vous vivez dans un monde de bisounours. Vous avez vu le mot IA, vous vous êtes dit super, c'est la solution à tous les problèmes. Mais vous n'avez pas la vision de la réalité. Nous sommes les représentants d'un État, vous élus par le peuple, nous pour le gouverner. Cette obligation nous impose d'être responsables. Nous ne pouvons pas, par peur, nous terrer dans un trou et refuser de prendre cette décision qui certes est dure et qui certes a un coût, mais ce coût-là est celui de notre souveraineté. Nous ne pouvons laisser notre souveraineté militaire à un algorithme qui a ses intentions propres. La black box est le vrai problème. Alors une dernière fois, ce gouvernement interdit les armes autonomes, car elles ne sont ni morales, ni souveraines, ni légales. Merci beaucoup. Eh bien, j'appelle du côté de l'opposition pour conclure ce débat le secrétaire général, Monsieur Brieux-Massicard. Il est facile d'avoir les mains propres quand ce sont celles des autres qui saignent. Il est facile d'avoir la conscience tranquille quand on refuse de se poser les bonnes questions. Cher gouvernement, on ne vous demande pas aujourd'hui de choisir entre humanisme et technologie, mais de comprendre que l'un a irrémédiablement besoin de l'autre. Parce que l'éthique sans efficacité, ce n'est pas de la vertu, c'est du confort moral. Du confort moral aux frais des victimes, aux frais des civils que vous maintenez sous la menace de l'erreur humaine sur le terrain,
aux frais de vos propres militaires que vous envoyez se battre par eux-mêmes contre des machines pensées pour analyser, décider et tuer plus vite et plus efficacement qu'eux, aux frais de notre intégrité, qu'elle soit nationale ou morale, et que vous bafouez sans commune mesure. Alors, vous nous avez évoqué un plan en 4 parties, observer, orienter, décider, agir, OODA, en effet. Allons-y. Vous nous parlez d'observer, cher gouvernement. Mais commencez par observer le monde qui vous entoure. Monsieur le rapporteur général, quand on présente un projet de loi, on est en mesure de définir ses termes. On ne demande pas à l'opposition de nous sauver la mise parce qu'on a été incompétent. Bon. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez parlé de puissance moderne. Votre ministre des Armées a surenchéri et veut que notre armée aille plus vite, soit plus forte et plus précise. Félicitations, nous avons des armes qui pourront faire ça et que nous pouvons contrôler et vous refusez de les utiliser. Votre diagnostic est erroné, vous observez mal. Et c'est précisément parce que vous observez mal que vous vous trompez sur notre capacité à orienter le débat international. Et oui, parce que je suis désolé de vous le dire, mais votre proposition de retirer le bouclier nucléaire aux personnes et aux États qui refuseraient votre motion, alors que les États les plus dangereux sur le plan du développement des armes autonomes que vous craignez, ce sont les États-Unis, la Chine, la Russie, autrement dit des pays qui ont grandement besoin de notre bouclier nucléaire, ils ne savent pas se défendre tout seuls, mais j'ai du mal à y croire. Votre proposition ne tient pas debout. Le député Carassi-Aubezet vous l'a rappelé. Les grandes puissances ne veulent pas de l'interdiction et même s'ils en voulaient, nous n'avons aucun moyen de l'imposer. Et oui, une loi sans outil de vérification n'impose rien, n'interdit rien, ne vaut rien. On ne peut pas contrôler que des États développent des armes autonomes ou non. Monsieur, je prends votre question. Monsieur le député, vous parlez d'erreurs humaines, mais niez-vous devant cette assemblée le principe de boîte noire ? Je ne nie pas devant cette assemblée le principe de boîte noire, je dis seulement que l'erreur peut être contrôlée avec une programmation en amont plus efficace, point sur lequel j'arrive justement. Mais avant de finir, pour vous reprendre sur cette question de l'erreur internationale, vous nous avez cité comme exemple de leadership international les mines antipersonnelles et l'accord d'Ottawa de 1997. Je rappelle donc que ni la Chine, ni les États-Unis, ni le Pakistan, ni l'Inde, ni la Russie ne l'ont ratifié. Superbe exemple de leadership international une nouvelle fois. Vous nous avez donc ensuite dit qu'après avoir observé et orienté, vous vouliez décider. Très bien, mais alors posons-nous la question de qui prend la décision. Vous nous l'avez demandé, qui est responsable ? Vous nous avez dit, monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'on était incapable de comprendre comment la machine prenait ses décisions. Et je vous cite là. On parle d'algorithmes que nous programmons. Nous ne pouvons ignorer leur mode de décision, nous décidons de leur mode de décision. La responsabilité qui leur incombe repose sur les personnes qui programment ces algorithmes. Donc oui, la responsabilité pourra être engagée, comme vous l'a expliqué le député Swin-Monnier. Et enfin, vous nous parlez d'agir. Alors allons-y, posons-nous les bonnes questions. Qui agit ? Qui appuie sur la gâchette ? Vous nous avez reproché de ne pas avoir confiance en nos soldats français, c'est faux. Précisément parce que nous savons la situation dans laquelle ils sont, les conditions difficiles qu'ils s'imposent, nous voulons leur reconnaître et leur rendre leur tâche plus facile. Une arme autonome ne tire pas sous adrénaline. Une arme autonome ne se venge pas, elle ne panique pas, elle ne prend pas peur, elle ne se fatigue pas. Il n'y a, dans le calme froid de la précision, aucune forme de cruauté. L'humanité en a. Alors ce soir, chère assemblée, je n'ai pas peur de le dire. Ce ne sont pas deux visions de la France qui se sont affrontées dans cet hémicycle comme on en a l'habitude. Ce sont deux visions du monde. Le monde tel que l'on voudrait qu'il soit et le monde tel qu'il est. Et je suis désolé de vous l'annoncer, cher gouvernement, mais il n'y a aucune supériorité morale à se cacher derrière une illusion. Puisque vous voulez gouverner une utopie, nous nous opposerons dans la réalité des faits. Parce que nous croyons en une conviction ferme et intangible, celle que le pragmatisme est d'un humanisme. Merci beaucoup.
Merci aux deux équipes pour ce match passionné. J'étais très content de le voir, il est dans un ton complètement différent du précédent, c'était assez intéressant d'avoir les deux dans la même journée. Le jury va comme d'habitude se retirer pour délibérer. Merci aux 8 orateurs, pas d'oratrice sur ce match, merci aux 8 orateurs pour ce débat. Je vais faire 2 petits retours d'ordre généraux et ensuite je laisserai mes co-jurés faire des retours à l'opposition et au gouvernement. Premièrement, on a particulièrement apprécié le temps des questions sur ce match. Je trouve que ça a vraiment été le moment d'aller chercher les failles, les contradictions de vos adversaires du côté des deux équipes. Donc voilà, ça a été très révélateur, je trouve. Et deuxièmement, tu viens de dire bof. Oui, pardon. Voilà, la cohésion. Non, et deuxième chose, si tu es d'accord avec moi, je trouve c'était la qualité des intros et des conclusions. Sur un sujet très lourd, on a eu des toutes petites pointes d'imaginaire. Terminator, Festival de Cannes, Churchill, voilà. Ça permettait de mettre un tout petit peu de légèreté dans ce débat qui, du reste, a été pris très au sérieux. Donc, merci beaucoup. Émilie, si tu nous entends et si tu peux nous répondre, si tu es là, je te laisse faire les retours à l'opposition. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Donc déjà, félicitations, c'était un très beau match. Et on a été ravis donc, de pouvoir le voir. Donc je vais faire le retour pour l'opposition. Alors on vous a trouvé très pertinent déjà sur l'image de vos exemples et notamment sur l'utilisation du droit humanitaire international. Donc notamment sur le principe de distinction qui était un élément clé de ce débat. Donc c'était une très belle utilisation et très pertinente. Félicitations aussi pour vos questions qui était bien relevé, notamment au niveau des définitions. C'est quelque chose qui était très attendu. C'est un sujet qui parle de technologie. On veut savoir de quoi on parle. On mettrait quand même un petit bémol sur le fait que il faut que vous soyez peut-être un petit peu plus entre vous. Ça semblait parfois un petit peu décousu sur même vous, vos propres définitions. Donc, c'est ce qu'on relèverait au niveau de l'opposition. Mais sinon, c'était très bien utilisé et vous aviez un bon fil conducteur sur le droit humanitaire international et sur le principe de distinction que vous avez respecté du début à la fin. Donc, félicitations. Merci beaucoup, Émilie. La parole retourne à Valentine pour le gouvernement. Oui, alors pour le gouvernement, du coup, en soi, vous avez fait un bon match. Vous étiez bien ancré dans vos débats, mais à la fois vous aviez des positions qui pouvaient être un peu contradictoires sur certains points, avec une volonté de bannir totalement certaines technologies, et en plus en prenant une définition de l'arme autonome qui était très contraignante de votre côté, et en même temps d'avoir une position très on veut quand même de la technologie, et du coup des fois on oscille un petit peu entre pro-technologie, contre-technologie, on ne savait pas trop. Est-ce qu'on aurait peut-être attendu plus du fait d'être vraiment ancré, soit zéro technologie, la guerre, c'est les êtres humains, donc c'est les êtres humains qui se battent, les hommes. Et en même temps, ou avoir une définition des armes autonomes qui pouvait englober aussi le fait d'avoir une distinction entre algorithme et IA, qui était possible dans la définition du sujet. Aussi. Sinon, sur la forme, moi je trouve que vous avez vraiment beaucoup travaillé vos discours et c'était vraiment très bien sur ça. Après, c'est un choc où objectivement vous êtes tous de très très bons orateurs. Voilà. Et pareil, ce qu'on a dit à l'opposition, ça reste en fait sur la cohérence qu'il pouvait y avoir parfois entre vous. De toute façon, c'est de fait le plus gros défaut de ce match et aussi un défaut des deux côtés. Vous avez eu des arguments qui étaient hyper intéressants et parfois, en fait, les arguments principaux vraiment, et qui étaient ce qui regroupait vraiment le débat, c'était secondaire. Et vous leur avez donné une place qui était assez minime par rapport à ce qu'elle aurait dû avoir vraiment dans le débat. Donc voilà, c'était un peu plus sur l'équilibre des sujets. À présent, me revient la lourde tâche d'annoncer le meilleur orateur. Et Valentine aura la bien plus lourde tâche d'annoncer la victoire d'équipe. Pour le meilleur orateur, on a décidé de récompenser celui qui, selon nous, a le mieux combiné ce soir fond et forme. Fond pour son annonce, c'est un petit indice, pour son annonce de tous les sujets du débat, et forme pour son incarnation qui était particulièrement engagée. Nous récompensons Arthur Darny. Pour
pour la victoire d'équipe, on a décidé de faire prévaloir l'équipe qui, pour nous, objectivement, c'était serré. C'était vraiment serré. C'était un débat qui était super technique, etc. Ça s'est joué à quasiment rien, mais du coup, on a décidé de faire valoir une certaine cohérence et un ancrage. C'est pour ça qu'on a donné la victoire à l'opposition. La deuxième demi-finale de championnat s'achève ainsi. Nous n'avons malheureusement pas encore la date de la finale, mais elle vous sera révélée dès que nous la connaissons. Je suis désolée. Restez au courant, on vous informe dès qu'on l'a et on se retrouve. Soyez nombreux pour cette finale qui s'annonce titanesque.